Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui j'ai la chance et le privilège d'être en compagnie de Tollcraft et de Gogots pour parler d'un jeu qui s'appelle Licorne d'Abondance. Bonjour à vous messieurs, comment allez-vous? Salut, Salut. ça va bien. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être vous présenter avant qu'on aborde le sujet de Licorne d'Abondance? Qui c'est qui veut commencer? Oh, c'est patron, c'est Tolk. Hein. Bah, je vais commencer alors. Un petit coup de Euh, pression, donc, tu euh, sais. donc moi c'est Tollcraft, je fais du jeu de rôle depuis une dizaine d'années. J'ai commencé en faisant des concours de scénario aux Utopiales, puis le défi 3 fois forgé, et puis j'ai commencé à bosser un petit peu également professionnellement dans le milieu pour des clients. Et puis bah, maintenant je deviens éditeur à mon tour en éditant Licorne d'Abondance qui sera mon premier projet. Et moi, je me surnomme Gogots. Je fais de l'illustration autour du jeu de rôle depuis maintenant quelques années, en particulier des battle maps et de la cartographie pour du jeu de rôle, et aussi d'autres illustrations. À la base, je viens du cinéma d'animation, et aujourd'hui, j'essaye de gagner ma vie en tant qu'illustrateur, et notamment en essayant sur le jeu de rôle, en essayant de percer un peu là-dedans à travers le JDR. Donc voilà. J'ai aussi une chaîne YouTube où je montre un peu mon travail régulièrement. Et donc du coup sur ce projet vous êtes normalement 3. Il y a aussi Kaetor qui n'est pas là ce soir. On tient quand même à saluer dans cette vidéo, même s'il n'est pas avec nous, on pense à lui. Et donc du coup si je résume bien, Kaetor et Tollcraft, vous êtes ceux qui avaient fait l'âme de Licorne d'Abondance, le fond, l'histoire. Et toi Gogots, du coup tu t'es occupé des illustrations, donc vraiment de toute la patte graphique de cette aventure. Oui, en tout cas, les illustrations. Après, il y a quand même Tollcraft aussi qui fait tout ce qui est mise en page, tout ce qui est graphisme. Moi, c'est vraiment juste les dessins. Il y a aussi toute la patte graphique, c'est pas seulement aussi les dessins, c'est aussi la mise en page et tout le graphisme autour du projet. Et ça va être Tollcraft qui va s'en charger, qui va faire la maquette aussi. Est-ce que vous pouvez nous pitcher du coup, en quelques mots, c'est quoi Licorne d'Abondance? Ouais, bien sûr. Licorne d'Abondance, c'est un scénario qui avait pour but initial en fait de tester la moralité des PJ. C'est Kaetor qui m'a contacté, alors, pas directement pour Licorne d'Abondance, on avait déjà bossé un petit peu ensemble sur quelques trucs et tout. Et puis vu qu'on s'entendait bien, on s'est dit pourquoi pas bosser sur un scénario ensemble. Et donc voilà, c'est devenu Licorne d'Abondance. Donc il voulait proposer un scénario qui puisse éprouver la moralité des PJ, à savoir leur laisser énormément de choix, énormément de liberté, le lourd poids de devoir assumer les conséquences de leurs choix, de leurs actes, dans un cadre de jeu pas manichéen du tout, à savoir il n'y a pas de très gentil et de très méchant, il n'y a que des points de vue différents sur une situation et des méthodes d'action propres à chacun en fait. Donc le pitch du scénario, c'est que vos joueurs ont entendu parler de la rumeur d'une licorne qui aurait été vue dans un petit village qui s'appelle Abondance, au fin fond d'une baronnie un petit peu reculée, qui est en proie à des tourments en ce moment. Les frontières sont attaquées par des mercenaires. Voilà, donc c'est un peu la guerre dans le coin, mais une petite guerre d'une petite baronnie qui concerne pas grand monde, quoi. Et donc vous allez poser la question à vos joueurs de pourquoi est-ce que vous êtes allé sur la piste de cette rumeur de licorne, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans. Donc ils vont chacun pouvoir répondre ce qu'ils veulent, soit en groupe, soit donner leur avis personnel. Ça peut être pour protéger la licorne, pour la capturer, pour couper sa corne afin d'en faire un ingrédient magique. Ça peut être pour vraiment la protéger, pour avoir l'inspiration face à une telle créature. C'est vraiment très libre, c'est vraiment comme ils le sentent, en accord avec leur perso. Et puis lorsqu'ils arrivent sur place, il y a une petite scène de voyage qui permet de poser un petit peu l'environnement, de présenter 2-3 PNJ en fonction de petites tables de tirage aléatoire pour varier un petit peu le début de l'aventure. C'est l'occasion également de leur faire entendre des rumeurs sur la région, sur la licorne. Et puis, une fois qu'ils arrivent sur place, dans le petit village d'Abondance, eh bien, vous leur présentez les lieux, et puis quelques PNJ qui sont là en évidence. Il y a une femme en train de faire un discours, a priori, au pied du grand chêne. Il y a un prêtre devant son église, une taverne dans un coin, un marchand en face. Et voilà, tu leur poses la question, voilà ce que vous voyez, à qui vous parlez, qu'est-ce que vous faites, où vous allez. Et à partir de ce moment-là, ils sont entièrement libres
de vraiment mener le scénario comme ils l'entendent, à savoir que le scénario n'est pas du tout ni découpé par scène, ni découpé en actes. C'est vraiment que des intrigues, donc 2 intrigues principales, une qui concerne cette histoire de licorne et une autre qui est plus centrée sur l'histoire du village et de la région. Et en fonction des gens à qui ils vont parler, de leur comportement, de qui sont les PJ, si c'est des braves défenseurs de la veuve et de l'orphelin, eh ben ils vont pas avoir les mêmes affinités, les mêmes réponses de la part de PJ qui sont plutôt alignés sur leurs valeurs ou bien en opposé. Et puis voilà un petit peu comment fonctionne toute cette histoire. Toi, en tant que MJ, tu joues juste en réaction au choix de tes joueurs et joueuses, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, des endroits où ils vont. Et tu as une liste de 20 PNJ qui est relativement complète. Il y en a un peu de tous les âges, de toutes les orientations, on va dire, de tous les alignements, même s'il n'y a pas d'alignement, quoi, tu vois, mais il y a des très très gentils, il y a plutôt des salauds, et puis la grande majorité, c'est plutôt des gens qui ont une vision en couleur de gris, quoi, très différente, et sachant que même le pire des salauds du scénario, il a un point de vue et il a des raisons d'agir de telle et telle façon, tu vois, c'est comme j'ai dit, pas manichéen, quoi. Et donc, voilà, tu fais vivre ce petit bout d'univers, cette petite région isolée, de manière autonome. Et puis, c'est assez facile de le jouer soit en one-shot, ou bien de l'incorporer dans une campagne que tu as déjà en cours, parce que c'est volontairement un petit coin que tu peux placer à peu près n'importe où, à l'occasion d'un voyage, d'un déplacement. Voilà. Et donc du coup, tu dis qu'on peut le passer au milieu d'une aventure, d'une campagne ou autre. Quel est à peu près le temps de jeu pour ce scénario-là, en fait, qui est prévu? Alors le temps de jeu il va être très variable en fait parce que on a construit le scénario pour qu'il soit extrêmement modulaire sur la durée et sur la difficulté à l'animer. En fait, vu que t'as pas de découpage en scène, en acte ou quoi que ce soit, ton seul moyen de gérer la durée, c'est le nombre de PNJ que tu vas mettre en scène. Et ce faisant, tu gères non seulement la durée de ton scénario, mais aussi sa complexité à l'animer. Si tu débutes, si t'es un MJ qui a pas trop de bouteilles, que tu as envie de te faire la main, t'animes le scénario avec 5-6 PNJ. Il y en a que 2 ou 3 qui sont strictement nécessaires pour que les joueurs puissent avoir tous les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, de tous les arcs scénaristiques. Et c'est volontaire, tu vois, tu peux vraiment jouer le scénario si tu veux avec 3 PNJ, et dans ce cas-là, tu le joues en 1h30, 2 heures. Si tu en rajoutes une demi-douzaine de PNJ, tu as une partie classique de 2-3 heures en fonction de ce que tu veux, quoi. Et puis plus tu en rajoutes, plus ça augmente la durée de la partie. Moi, classiquement, sur des parties qui faisaient 4 heures, 4 à 5 heures, je fais jouer une dizaine de PNJ en fait que je mets en scène. Et puis je pense que si tu mets vraiment les 20 PNJ en scène avec toutes les interactions possibles et tout, vu que ça augmente les interactions, les échanges, les situations, tu dois pouvoir jouer 8 à 10 heures sans trop de problèmes, quoi. Donc de quoi faire de sessions. Sachant qu'en plus, donc, c'est plus un scénario qui va être oh, j'ai perdu mon mot. D'intrigue, en fait, sur lequel on va du coup essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Du coup, ça veut dire qu'en fonction de comment tes joueurs en plus vont le jouer, tu vas pas avoir le même chemin qui va être suivi, donc beaucoup plus de rejouabilité qu'un scénario qui serait tout droit tracé, qui te dirait, en fait, tu passes par tel acte, tel chemin, tel chapitre. Là, tu auras vraiment cette possibilité de le rejouer, d'avoir des choix totalement différents et potentiellement aussi des fins différentes en fonction des choix de tes joueurs et de ton groupe de joueurs. Complètement, c'était ma volonté en tant que MJ d'avoir un truc qui puisse facilement être jouable. Dans le passé, j'ai fait beaucoup jouer au scénario, les scénarios que j'écrivais, je les faisais jouer 6, 8, 10 fois. Okay. Et quand tu fais ça, tu te dis, ce serait pas mal d'avoir un petit peu de renouveau dans ce que je maîtrise aussi. C'est bien de maîtriser le même scénario, mais c'est mieux que si c'est pas toujours la même chose. Donc j'ai fait en sorte que, via des tables de rencontres, via des choix, tu puisses avoir comme ça pas mal de variance. Et le principal critère de variance, c'est avant tout les décisions de TPJ. En fonction de à qui ils vont parler, dans quel ordre, ils obtiennent des informations ils vont se construire une image mentale de l'intrigue et de l'aventure qui va pas être la même en fonction de à qui ils parlent en premier, puis en second. Parce que tu peux tout à fait parler à quelqu'un, et puis la personne à qui tu vas parler après dit « Oh, méfiez-vous de celui à qui vous venez de parler, c'est qu'un menteur. » Tu vois. Et tout de suite, ça offre un autre éclairage sur ce que tu viens d'entendre. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose qui soit très, très rejouable. Et moi, en tant que MJ, je l'ai maîtrisé 5 fois lors des playtests, et j'ai eu 5 déroulés complètement différents. J'ai même eu un déroulé de 4h30 où les joueurs n'ont ni cherché, ni vu, ni croisé de licorne.
Comme quoi, peut-être c'est juste une rumeur. Mais du coup, c'est intéressant parce que ce que je dis, c'est que ça permet aussi pour des associations, en fait, quand tu es maître du jeu, d'avoir un scénario sur lequel tu peux faire tourner plusieurs types de groupes de joueurs, des expérimentés, des débutants, sans pour autant, en fait, avoir la redondance de c'est toujours la même chose, ce qu'on va raconter, c'est toujours la même chose qu'on va vivre. Il y a vraiment cette possibilité, en fait, de vivre une aventure totalement différente, même si on est sur la même base commune de l'intrigue, la même base commune de l'univers et des PNJ, mais totalement différente sur le déroulé, la conclusion, en fait, avec les différents groupes qu'on pourra animer. Ça me parle plutôt bien, vu que je fais aussi de l'initiation en boutique ou en association, et donc du coup ça me permettrait facilement d'avoir en fait une sorte de boîte à outils, un scénario déjà prêt que je peux réexploiter et utiliser dans différents contextes et qui fonctionnerait forcément bien, quelle que soit la situation. Tout à fait, c'était la volonté d'offrir quelque chose qui soit polyvalent, qui puisse servir aussi bien à des MJ débutants qu'à des MJ vieux briscards, tu vois, qui conviennent à tout le monde. Avec peu de PNJ à incarner, ça va très bien être pour des MJ qui débutent. Et puis, si tu fais jouer 20 PNJ en même temps, là, faut de la bouteille, faut avoir du répondant, faut avoir structuré sa pensée, être capable de garder le fil et tout. Et puis, je voulais aussi un scénario qui, de la même façon, puisse s'adapter à des joueurs débutants, que tu vas pouvoir maîtriser sur une session d'initiation de 2 heures. Et le scénario, en 2 heures, il est bouclé, tu vois, t'as vraiment le début, le milieu et la fin de l'histoire. Et puis aussi qu'il puisse être joué par des joueurs qui aiment jouer beaucoup plus longtemps, aller au fond des choses, parler avec tous les PNJ et soulever tous les cailloux, et avoir des durées beaucoup plus classiques, voire même allongées. Donc du coup, de ce on a vraiment évoqué, c'est les PNJ qui vont vraiment être la phase importante de Licorne d'Abondance, c'est vraiment le développement de ceux-ci. Et du coup, j'ai une question pour toi, Gogots. Comment est-ce que toi, t'as réussi à donner vie à ces PNJ? Parce que de ce que je comprends bien, c'est qu'ils sont tous illustrés. Donc chaque PNJ a sa propre illustration. Donc il y a vraiment un travail derrière qui est fait de prise de temps, de représenter au mieux la manière dont il a été écrit par les auteurs. Comment est-ce que toi, t'as réussi à leur donner vie, du coup, à ces PNJ-là? Déjà, il y a un truc qui est au départ assez simple, c'est qu'il y a la description de Tolk. C'est-à-dire, à un moment, Tolcraft va me faire le même brief, en fait, qu'il va donner, je pense, en partie dans le bouquin. En tout cas, c'est-à-dire la description, ses intentions, son caractère. Et du coup, de là, je vais essayer de m'inspirer. Après, on va avoir des allers-retours avec Tolcraft et Kaitor, où moi, je vais regarder, je vais faire des propositions. Ils vont me dire, là, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Je vais faire quelques retouches. Des fois, ça va marcher, ça va bien matcher du premier coup. Des fois, il va y avoir un ou deux allers-retours, ceux où je fais des petites esquisses, je fais pas le dessin en complet. Et quand le dessin est bon, en fait, Tolcraft va me le valider. Tolcraft ou Kaitor disent ouais, ok, là-dessus on est bon, on va le faire. On a aussi fait, il y a une autre partie, c'est-à-dire que là, il y a une partie des personnages qui, via le Kickstarter, enfin le financement participatif, le Game on Tabletop plutôt, on a les gens pouvaient en fait avoir un pledge particulier où c'était eux qui pouvaient donner leur portrait ou faire une description de personnages. Et dans ces cas-là, c'est le travail là, que je vais faire, que j'ai commencé là, à partir de maintenant, c'est-à-dire de faire des dessins depuis, soit des photographies des gars qui ont pledgé, c'était des pledges un peu plus conséquents, je crois que c'était des pledges à 70 ou 75 euros, et ils avaient l'occasion d'avoir leur personnage, en tout cas leur description physique de leur personnage, et qu'on pouvait intégrer comme ça à la narration. Et du coup, voilà, il y a cette espèce d'entre-deux qu'on a créé. Et après, les personnages, suivant l'importance, et ça dépendait aussi de quelques personnages. Soit c'est juste des petits bustes, donc c'est des petites illustrations. Et il y a des personnages qui sont des pleins-pieds ou des illustrations un peu plus conséquentes. Est-ce que justement, hormis donc les personnes qui vont être représentées en tant que PNJ, est-ce qu'il y a des PNJ qui ont évolué à rapport au dessin que t'as fait? C'est-à-dire qu'à la base, il était prévu d'une certaine manière, t'as fait une proposition artistique, et du coup, ils se sont dit « Ah ouais, il est cool, on le veut dans le jeu », et du coup, on fait évoluer le PNJ pour qu'il corresponde à la partie artistique. Alors pour le coup, moi j'avais, en général, j'étais toujours parti d'une description, c'est-à-dire d'un truc qui était déjà donné. Après, je sais pas si Tolk a pas changé un petit peu certains personnages en fonction des dessins que j'avais fait ou des propositions que j'avais, c'est possible. Et ça, c'est à Tolk qu'il faut demander. Alors là-dessus, à la marge, parce qu'en fait nos personnages ont été pensés en fait à la base en tant que personnages fonction, tu vois, on lui en voulait une bonne vingtaine différents, donc il fallait avoir
tel archétype, par exemple un chef du village, quelqu'un à qui on va facilement accorder sa confiance, l'inverse également pour un autre PNJ, tu vois, un petit peu des archétypes comme ça. Donc on les a un peu calibrés comme ça avant de les détailler. Ensuite, on a affiné leur personnalité, on leur a donné à chacun un passé, une façon d'agir, des raisons d'être, des objectifs, des choses qu'ils aiment et qu'ils vont essayer de protéger. Et puis, pour tout ce qui est description physique, là, on avait été assez léger, en fait, tu vois, on n'avait pas trop de prérequis et tout, donc on a laissé pas mal de liberté à Gogots en lui donnant la description que les MJ auront dans le livre, en fait, hein, et il a pu interpréter assez librement les portraits, et ouais, on a fait une ou deux retouches parfois, mais c'était vraiment à la marge pour appuyer un trait de caractère, mais grosso modo, toutes ces propositions ont tapé dans le mille à chaque fois. Voilà, parce que tu vois, on n'avait pas forcément besoin d'avoir des PNJ qui aient un aspect physique très particulier ou très spécifique. On a plutôt essayé de panacher un petit peu. On a fait confiance à Gogots là-dessus. Alors je fais juste une petite aparté parce que si Licorne d'Abondance est le premier projet qui sort, il faut savoir qu'avec Gogots, on a déjà bossé ensemble sur une campagne qui s'appelle Il est temps de devenir adulte, qui n'est pas encore publiée parce que c'était un peu gros et je me suis dit avant de publier une campagne, je vais d'abord publier un petit scénario. Et par contre, sur Il est temps de devenir adulte, j'avais dit à Gogots, écoute, sur les personnages. J'ai besoin d'un tel archétype, j'ai besoin d'un prêtre, j'ai besoin d'un tenancier, d'un aubergiste, de ceci, de cela, et fais-toi plaisir et livre-moi les dessins que t'as envie, quoi. Et là, pour le coup, ces propositions m'ont pas mal surprise, et pour le coup, j'ai carrément réécrit les PNJ, je les ai remodifiés et tout, pour coller à ces propositions qui étaient vraiment originales, et qui étaient vraiment des trucs sur lesquels je ne serais pas allé naturellement, parce que l'idée m'était pas venue, tu vois, où je me figurais pas le personnage de telle ou telle façon. Donc ça, ce sera pour Il est temps de devenir adulte, qui sortira plus tard. On vous invitera, de toute façon, vous viendrez nous en reparler, hein, sans aucun problème. Et voilà, donc sur Licorne d'Abondance, on a fait assez peu de retouches sur le physique des PNJ jusqu'à présent. Et puis là, par contre, vu qu'il va attaquer les portraits d'après photo, là, on va dire, on va essayer de faire en sorte de coller au plus proche. J'ai hâte de voir le portrait de Rachida Dati, notre ministre de la Culture, qui prône le jeu de rôle, justement. Je pense que ça peut être intéressant. On l'a pas mise dedans, je crois. Il y avait... Non, après, ce qui était l'enjeu essentiel là, en termes graphiques, c'était essayer de faire reconnaître le caractère des personnages assez facilement. Okay. C'est-à-dire, c'était, voilà, comme Tolk le disait, c'est des archétypes. Il y avait un trait de caractère, que ce soit tout de suite que les gens, dès qu'ils le voient, ils disent « Ah, ok, celui-ci, il est un peu fourbe, celui-ci, il est jovial et sympathique. » Voilà, c'était plus ça l'enjeu pour d'avoir... qu'on reconnaisse tout de suite l'archétype grâce au dessin. C'était ça un petit peu l'enjeu de mon côté. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup aussi, Gogots, j'en profite d'avoir un illustrateur parmi nous pour poser les questions plus sur le métier d'illustrateur, parce que c'est vrai que généralement en tant que joueur de jeu de rôle ou maître du jeu, on aime bien avoir énormément d'illustrations dans les livres. On sait que c'est énormément de travail, mais parfois on se doute pas en fait du temps nécessaire par exemple pour illustrer un PNJ. Dans Licorne d'Abondance par exemple, ça te prend combien de temps en moyenne ? Par exemple, pour les petits portraits, des petits portraits en couleur, à peu près voilà, des bustes, ça va me prendre, je dirais, environ une demi-journée. Tu vois, okay, le temps de... S'il y a des retours, des fois, ça peut aller un peu plus vite, mais grosso modo, c'est ça. Ça va me prendre environ une demi-journée de travail pour faire un petit buste de personnage. Tu vas avoir un personnage de plein pied, ça va me prendre, par exemple, une journée et demie, peut-être un personnage de plein pied, le temps de même... Je pense avec les retours, tu vois, que je vais avoir avec Tolk. Et après, il y a des choses comme des illustrations, tu vois, des doubles pages ou des, je sais pas, pour faire la couverture. La couverture. Là, je pense, je suis à 4-5 jours de boulot, tu vois, sur la couverture. Tu vois, peut-être pas tout à fait, je dirais peut-être une vingtaine d'heures, tu vois, de travail, ce genre de choses. Je sais plus exactement parce que je l'ai fait en plein de petites parties, mais je pense que c'est ça. Entre 20-25 heures de travail pour une couverture, je dirais. Ce qui est énorme, hein. Ce qui veut dire que rien que la couverture du livre,
que nous on prend dans les mains, c'est la partie qu'on regarde le moins dans un livre de jeu de rôle, entre guillemets, quand on le lit, hein. C'est pas péjoratif. Oui, mais c'est le truc que tu regardes le plus quand tu l'achètes. Mais c'est le truc que tu... Voilà, c'est ça, quand tu l'achètes, c'est ce que tu regardes, après quand tu l'as en main, c'est l'intérieur que tu feuillettes le plus. Mais c'est pour dire que rien que ça, déjà, c'est presque une semaine de travail. À proprement parler, 4-5 jours de travail, c'est une semaine ouvrée. Ouais. Et donc c'est énormément de travail, et donc ça explique que d'avoir autant d'illustrations, ça prend aussi du temps si on veut réaliser son travail de manière efficace et surtout de manière bien faite, en fait, qualitative. Bah, là encore, là c'est bien parce qu'on a eu, on a pris le temps, on avait déjà fait pas mal d'illustrations. Il y avait quand même Tolcraft qui avait, ils ont déjà déboursé en fait, parce que Tolk m'a payé toutes les illustrations, hein, vraiment tout ce que j'ai fait. Tolcraft me l'a, j'ai été payé pour. Donc il y a ça parce que des fois il y a des illustrateurs qui peuvent bosser gratuitement ou qui sont co-auteurs ou ce genre de choses. Mais ça peut, tu vois, donc oui, c'est quand même, voilà, c'est quand même à souligner. Sur tout ce que j'ai fait, j'ai été payé. Il avait déjà, en plus, on avait déjà entamé, on avait déjà fait pas mal d'illustrations. Quand même, on a fait toute la couverture et tout ça avant le lancement du Kickstarter. Et là, c'est bien, il va y avoir en plus une nouvelle grande double page. En fait, il y a 3 doubles pages encore à faire au-delà du reste des illustrations. On va faire une représentation, une grande scène avec tout le village et chaque personnage que j'aurais déjà dessiné dans cette grande scène d'illustration en double page. Et on va faire 2 grands plans. En fait, moi, je fais beaucoup de cartographie et on va faire 2 grands plans de 2 lieux emblématiques, notamment le village, pareil en double page. Donc, on va essayer de faire un truc un peu sympa, qui est justement du coup qui a été financé grâce au financement participatif. Justement, j'allais te poser la question s'il allait avoir des cartes dans League en abondance, parce que moi c'est principalement comme ça que j'ai connu ta chaîne YouTube, via les quick mapping, je sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, mais où tu montres rapidement comment créer les cartes, et énormément de tutoriels aussi pour apprendre facilement à créer des cartes. Donc du coup j'allais poser la question, est-ce qu'il y en a avoir, mais tu viens de ouais, dire. Voilà, je vais en faire. Il m'a obligé. Je comprends, hein, c'est une de ses spécialités, hein, donc... mais en plus, là, on est parti sur, je pense, ça va être des trucs un peu différents de ce que je fais. C'est que là, on va essayer de faire quelque chose que d'habitude, justement, j'utilise beaucoup d'assets, tu vois, des trucs qui sont préfaits, tout ça que d'autres peuvent exactement reproduire. Là, on va plus être du côté de l'illustration. Ça va être un truc un peu plus soigné, un peu plus travaillé là pour ces 2 grandes maps là qu'il y a à faire. Donc, je vais essayer de faire un truc bien. On va essayer de faire un truc bien. Pour la direction artistique, du coup, tu es parti sur quelque chose de spécifique pour ce projet-là, ou est-ce que tu es resté dans ce que tu as l'habitude de faire au niveau de ton travail Alors, oui et non. Comment dire, je fais... c'est du travail numérique, c'est essentiellement travail sous Photoshop, c'est du digital painting, comme on dit. C'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise. Je fais beaucoup, moi, surtout en ce moment, de peinture un peu plus, de dessin un peu plus traditionnel, c'est-à-dire de l'aquarelle, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on en a discuté au début du projet avec Tolcraft, mais c'est vu qu'il y avait quand même des directions artistiques assez particulières, qu'on voulait quand même faire pas mal d'allers-retours. On a décidé de partir sur du digital painting. C'est des choses que je connais, mais c'est pas le truc où je suis le plus comment dire, où ma patte est pas la plus franche, si je puis dire, et du coup on a fait ce choix là parce que c'est beaucoup plus facile de faire des allers-retours, parce que si tu fais du dessin tradi, ben tu commences le dessin, une fois que tu as fait ta mise en couleur, de faire des modifications, ce genre de choses, c'est plus compliqué. C'est faisable aussi, hein, mais pour des soucis de facilité, on a décidé de partir sur du digital painting, mais sur d'autres projets, je suis sûr que je vais réussir à convaincre Tolk de partir sur de l'aquarelle, sur d'autres choses. Un jour, je vais le coincer là-dessus. On verra. L'aquarelle, t'en proposes beaucoup sur ton Patreon, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. En fait, j'essaye de faire. Je me suis. Des fois, j'en ai un peu marre. Je suis déjà beaucoup devant l'ordinateur, même quand on fait du dessin traditionnel. Et j'essaye depuis 2-3 ans de retourner un peu sur des techniques plus. Où t'es pas devant un écran, un peu de retoucher un petit peu la matière et la peinture. C'est très agréable aussi. Et ça amène d'autres choses aussi intéressantes. Donc, j'essaye ça en ce moment.
Donc oui, c'est mon style, mais je suis plutôt allé sur le digital painting parce que c'était plus pratique pour ce projet-ci. Donc ça a vraiment donné une âme particulière en fait à Licorne d'Abondance. Je suis désolé. Ouais, j'ai Tolcraft, je t'ai coupé. essayé d'avoir quelque chose d'un peu particulier, en tout cas qui me semblait fonctionner, tu vois, quelque chose un peu pas cartoon, mais un peu BD, tu vois, qui fasse un peu BD à la française, c'est-à-dire c'est pas trop humoristique, mais non plus sans être trop réaliste. Voilà, un peu un mix entre les deux. Je veux juste te dire que travailler comme ça en numérique, sur du travail de commande, bah, ça offre plus de flexibilité pour des retouches, pour des ajustements et tout. Et que ouais, travailler à l'aquarelle, on pourra tout à fait l'envisager. Mais je pense que dans ce cas-là, tu as meilleur compte de déjà faire les dessins et de construire tout le reste à partir de ça. Comme ça, tu n'as pas Bah oui. de faire. Voilà. Et puis je voulais quand même dire que même si c'est pas ce qu'il préfère, il a quand même réussi à apporter sa touche sur les illustrations numériques, parce que je trouve je pense que vu qu'il vient de l'animation, il a ce talent d'arriver à rendre le mouvement même sur un portrait statique en fait. Il nous a fait 4 portraits au début en plein pied de quelques personnages, et c'est juste une image figée, mais tu vois le mouvement des personnages, tu vois, tu les imagines, rien qu'à les voir comme ça sur le papier, comment ils se comportent, comment ils se déplacent. Je trouve qu'il a ce talent-là quand même. Mais tu as entièrement raison, j'allais même poser la question, je me dis mais tu vas leur tirer une balle dans le pied, j'allais dire à quand le film d'animation Licorne d'Abondance, tu vois, la série d'animation du coup. Mais il a pas le budget, crois-moi. non mais parce que du coup pour ça, on va parler de la campagne du coup. On y a songé, on s'est dit, est-ce qu'un petit trailer animé, ce serait pas classe? Bah ouais, ça serait cool. Il m'a dit, ouais, y a pas de souci, il m'a donné un chiffre, et puis j'ai fait, non, ouais, effectivement. Ouais, finalement. Il y a. Je me souviens jamais du nom de l'auteur de Donjons et Chatons, lui qui fait de l'animation et qui a prévu un projet de série avec en adaptation de son univers. Il y a une série qui est prévue, ouais. Il y a une série animée qui est prévue. Ah, il y a une série, donc c'est possible. Après, c'est possible. C'est des mois de travail, quoi. Ah oui, c'est sûr. Imaginez le budget que c'est, quoi. Pour un particulier, c'est pas un budget raisonnable. J'allais dire une connerie, mais... Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ah, tu fais de l'IA, c'est bon. Voilà. Justement, on va en parler de l'IA. On va en parler parce que justement c'est une des promesses, et ça tombe bien que tu sois là Gogots, parce que c'est une des promesses quand même de la campagne, de dire on ne fait pas de l'IA, on fait pas d'IA générative, on fait uniquement appel à du cocorico franco-français et surtout à des illustrateurs. Et je te laisse la parole du coup, Tolcraft. Attends, je voulais juste dire, plus qu'une promesse de la campagne, c'est une promesse de l'éditeur, moi, de ne pas utiliser d'IA ni sur les illustrations, ni sur le texte. Voilà, c'est clairement pas une direction dans laquelle j'ai envie d'aller et de travailler. Je préfère faire travailler des vrais gens qui écrivent avec leurs vraies mains et puis qui dessinent pareil avec leurs mains ou leurs souris. Et d'ailleurs, dans les autres engagements qu'il y a un engagement éthique, on en parlait tout à l'heure, Tolcraft en off, que moi je qualifie d'éthique dans le sens où en fait, même si une grande partie déjà est prête de Licorne d'Abondance, comme il y a des illustrations qui ont été débloquées en palier, vous vous dites, en fait, on va se laisser quand même le temps de travailler dessus, de bien faire les choses, de pouvoir relire le livre, et pas se mettre une pression pour tout sortir dans le rush, un peu comme la société de consumérisme actuelle, où en fait on veut tout en instantané, on a acheté quelque chose, on veut que ce soit directement à la maison, et donc il y a aussi cette volonté-là de dire, on a débloqué des choses, il y a du travail humain derrière, on respecte les humains, et du coup on va prendre le temps de bien faire les choses. Ouais, et puis en fait, on prend pas tant le temps que ça, quoi, parce que quand on a discuté avec Gogots du planning, des illustrations qui restent à faire et du travail qu'il y a, c'est pas non plus, il va se tourner les pouces tranquillou et tout, quoi. Faire 3 doubles pages, plus il y a encore 9 portraits à faire. Et la série d'animation. Il a 3 mois pour faire tout ça, quoi. Ça va pas être non plus de tourpeau pour lui, quoi. Hein. Non, il y a de quoi s'occuper, mais quand même, il y avait. Je trouve que c'est marrant parce que j'en discutais il y a pas longtemps sur un podcast avec d'autres collègues où on parlait justement des financements participatifs. Et il y a quand même Tolk qui a eu
a été raisonnable, même sur les grands, même si par exemple ils voulaient aller jusqu'à 7000, même si ça aurait été allé, même s'il y avait tout été débloqué, c'était quand même des choses tout à fait faisables. Il n'y avait pas cette volonté c'est une espèce de surenchère à faire des choses qui n'étaient pas faisables. Grosso modo, c'était les trucs qu'on avait à peu près prévus. On voyait si ça se faisait bien financer. Et d'ailleurs, Tolk et Kaitor ont mis même de leur poche pour pouvoir financer certains paliers qui nous permettaient justement d'obtenir les cartographies. Il y avait quand même une vision assez sereine et il n'y a pas d'emballement comme des fois ça peut arriver sur des financements avec à vouloir promettre trop de choses qui sont pas encore prêtes, qui sont pas faisables et qui nous arrivent non plus à des années de travail quoi après. Donc, Dans le côté éthique aussi de la campagne, ce qui a été proposé, c'est de permettre à tous de pouvoir accéder au jeu de rôle, parce que le jeu de rôle est quand même un hobby qui coûte de plus en plus cher, avec l'augmentation forcément du prix du papier, du prix du transport, etc. Et ce qui a été mis en avant, c'est de proposer quelque chose raisonnable, on va pas se le cacher, il y a quand même le PDF qui était proposé à 9 €, qui est quelque chose de pas cher du tout pour un PDF proposé sur une campagne, et 24 € le livre du coup en version imprimée avec son PDF. Et si je dis pas de bêtises, il y avait aussi une offre de lancement Tollcraft qui a été proposée pour les personnes, pour un certain nombre réduit, pas forcément les premiers arrivés, mais un certain nombre de ventes pour permettre à ceux qui n'auraient pas forcément les moyens de pouvoir acquérir le livre au tarif normal, de pouvoir l'acquérir à un tarif réduit. Ouais, tout à fait. En fait, je me suis dit, c'est quelque chose qui existe beaucoup sur Itch.io, par exemple, Mm. d'avoir des copies communautaires qui sont gratuites ou à très bas prix. Je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter la même chose sur du produit physique? Sachant que notre but à Kaetor et moi sur ce financement, c'était pas de gagner de l'argent à tout prix et tout, c'était plutôt de faire le plus beau livre possible, la meilleure histoire possible et tout. Tu vois, c'est mon premier financement participatif, je voulais quelque chose qui me montre un petit peu le niveau de qualité auquel on aspire. Et pas juste faire un truc mal imprimé ou avec de l'IA, imprimé en Chine, et puis est vendu avec une marge de 20 fois, quoi. Donc on a fait en sorte voilà, d'essayer de pouvoir proposer un produit. Donc il y avait une offre durant le financement participatif qui était à moins 66% de réduction en fait. Pour les gens qui considéraient ne pas être en mesure de payer le prix normal. Et donc je me suis dit, testons, je vais en mettre une vingtaine d'exemplaires comme ça, et puis voir si ça marche ou pas, en faisant confiance aux gens de ne pas prendre ça pour un early bird ultra rentable, parce que 4 € pour un livre de 80 pages plus un PDF, c'était vraiment pas cher. Après, il y a les frais de port quand même à payer, quoi, mais ça faisait au tout, ça faisait 10 € pour l'offre. Et puis je me suis Qui dit, n'est pas le prix d'une BD, hein. Tu vois, si on compare aujourd'hui, une BD, on est plus autour de 12 €, hein, donc... Pour le coup, sur ces offres à tarif réduit, on perd littéralement de l'argent, tu vois. C'est des trucs qu'on vend moins cher que ce que ça nous coûte à produire. Mais c'est pas grave, tu vois. Je me suis dit, je vais pas en produire 200 comme ça, parce que ce serait vraiment me tirer une balle dans le pied. Mais je peux me permettre d'en mettre 20 comme ça, à tarif vraiment réduit, tarif vraiment plancher. Et puis faire confiance aux gens pour que le truc marche. Et puis en contrepartie, je me suis dit, il y a plein de gens qui font des Kickstarter où ils mettent 150, 200 € sans aucun problème tous les mois et tout. Je me suis dit, s'il y a des gens qui veulent soutenir cette initiative d'offres à prix ultra accessible, eh ben, je vais mettre une offre à 6 € de plus que le prix normal pour les gens qui veulent soutenir. Donc c'était une offre de soutien. Et je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai fait ça, et à ma surprise, non seulement les offres à tarif réduit, elles ont plu, mais les gens se sont pas du tout jetés dessus comme des morts de faim et tout. Les gens qui les ont pris, c'était vraiment des gens qui étaient en galère de thunes, soit ponctuellement, soit de plus ou moins long terme, tu vois, des étudiants, des gens au RSA, et j'en ai plusieurs qui m'ont contacté pour me remercier de cette initiative et tout. Et puis également, les offres de soutien, ça a très bien marché. On a eu sur le financement plus de personnes qui ont pris l'offre de soutien et donc qui ont choisi de mettre 6 € de plus par rapport au tarif normal que d'offres à prix normal, quoi.
Donc la solidarité rôliste a vraiment bien fonctionné, et au final, je crois qu'on doit avoir une vingtaine de personnes au global qui vont pouvoir bénéficier de cette offre à tarif vraiment réduit, grâce à la solidarité de ceux qui ont choisi de payer un peu plus pour, pour leur en faire bénéficier. Mais ça m'étonne pas ce que tu me dis, parce que moi j'avais déjà participé à des financements participatifs justement où il y avait ces possibilités-là. Alors c'était plus, tu rajoutais quelques euros de plus, c'était je crois 5 euros, et ça mettait 4 PDF en fait dans un pool de PDF gratuits pour ceux qui n'auraient pas les moyens justement de financer la campagne mais qui sont intéressés par le jeu. Et au final on se dit sur des propositions de financement qui sont pas très onéreuses, parce que là on est quand même à 24 euros le livre, ce qui est très peu onéreux, on se dit on peut faire de la solidarité, permettre de mettre un peu plus pour ceux qui ne pourraient pas, et ça leur permettra aussi de découvrir ce jeu-là, cette œuvre-là en fait, parce que c'est vraiment ça quoi. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Moi j'ai été surpris aussi que ça marche aussi bien, tu vois, que les gens prennent, de voir que en fait il y avait plus de gens qui étaient prêts à mettre quand même 6 euros de plus, tu vois, pour le bouquin, juste par soutien. Je trouvais ça vraiment, j'étais très agréablement surpris. Après, je sais que... une très bonne initiative surtout, c'était très malin, quoi. Je sais que moi maintenant, je sais que je referai ça sur tous mes financements à venir, pour le principe déjà de pouvoir, ça permet d'offrir des jeux à vraiment des tarifs planchers pour les gens qui en ont vraiment besoin. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Parce que paradoxalement, jouer un JDR ça coûte que dalle, t'as besoin de dés, d'un crayon et d'une gomme, mais paradoxalement les bouquins tout de suite, vu que c'est toujours des faibles tirages, très illustrés, t'es tout de suite sur des prix qui sont à 40-50 euros pour un livre de base, quoi. Clairement. Aujourd'hui d'ailleurs, votre campagne, vous avez eu, si je dis pas de bêtises, 200 souscripteurs pendant la campagne. Là on est en Let's Pledge du coup jusque fin janvier 2026. À l'heure où on tourne la vidéo, il y a 5226 euros du coup de financés. Comment est-ce que vous percevez cette campagne? Est-ce que vous en êtes content de ce résultat-là? Est-ce que vous attendiez à moins ou est-ce que vous attendez à plus? Alors ouais, j'étais très content de la campagne parce que honnêtement, les 200 souscripteurs, c'est ce que je pensais atteindre à la fin du Let's Pledge. C'était un peu mon objectif haut, tu vois. Et le fait d'avoir réussi à faire 200 souscripteurs à la fin de la campagne, c'était vraiment cool. Là, on est sur un Let's Pledge un peu calme parce que j'ai un peu arrêté de la communication, et donc c'est pour ça que je vous remercie de nous recevoir pour essayer de relancer un petit peu la machine et de continuer à faire parler du projet, parce que mine de rien, plus il y a de personnes qui souscrivent, et plus ça nous permet quand même d'augmenter la rémunération d'un peu tout le monde en fait, parce que l'objectif de base il avait vraiment été fixé sur un point zéro où le livre existait mais Kaetor et moi on touchait 0 centime, tu vois. Ouais. Donc là, à partir du moment où les gens commencent continuent à affluer et tout et à souscrire, ça nous permet d'engranger un peu d'argent pour financer les futurs projets qui sont nombreux. Forcément. D'ailleurs vient la question suivante, vous avez évoqué que vous avez un autre projet en cours. Est-ce que tous les deux vous avez d'autres projets prévus ensemble, pas encore commencés, sur le papier, que vous avez commencé à discuter ou pas du tout? Il y a celui qu'on a commencé il y a de ça 4 ans maintenant, je crois, donc qui est la campagne où il est temps de devenir adulte. Ouais, 3-4 ans. Ouais, le temps passe vite. Hein. Ouais. Donc celui-là, ce sera un projet sur lequel je vais me réatteler en 2026-2027. Je pense que ça devrait pouvoir sortir en 2027-2028, mais je suis très mauvais à donner des dates et tout, parce que je suis quelqu'un qui généralement travaille lentement. Je relis mes textes 60 fois, je repasse dessus un nombre de fois incalculable. Bref, donc ça, ce sera donc une campagne faite avec Gogots, qui sera aux illustrations et au plan. Il y en a déjà pas mal de faites. Et puis on aura un petit peu le même principe que Licorne d'Abondance, quelque chose d'extrêmement libre, vraiment centré sur les choix et les décisions du joueur, mais à une échelle un peu plus grosse. On va pouvoir jouer, c'est une campagne que j'ai maîtrisée 2 fois, et on a de quoi jouer entre 20 et 40 heures de jeu à peu près, sur le matériel qui est fourni dans le texte. Et c'est une campagne qui prend le principe de faire jouer des aventuriers débutants, donc presque des adolescents en fait. Donc vous allez créer les personnages pour cette campagne, ou alors reprendre des personnages mais qui sont vraiment très jeunes. C'est vraiment
leur premier pas vers l'aventure, quoi. Et le fait que ce soit, enfin, même si c'est une campagne qui est pensée pour des aventuriers débutants et des joueurs débutants, parce que ça colle plutôt bien, je voulais pas pour autant faire un truc qui soit ultra basique, comme on le voit trop souvent sur des scénarios et des campagnes d'initiation, des trucs ultra guidés, ultra sur les rails et tout. Parce que pour moi, c'est pas parce que tu débutes que t'es pas capable de réfléchir et de faire des choix et de les assumer. Donc pareil, on aura des joueurs qu'on largue dans un petit village avec cette fois-ci 5-6 intrigues, enfin arcs d'intrigues, et puis de la même façon, ils seront libres d'aller où ils veulent, de les faire dans l'ordre qu'ils veulent, de devoir choisir ce qu'ils font et ce qu'ils abandonnent, parce qu'on peut pas être au four et au moulin en même temps. Donc voilà. Je tiens quand même à signaler que en fait, il y a une grande partie des illustrations qui sont déjà disponibles pour les gens pour cette campagne, parce qu'en fait, c'était un truc un peu particulier, c'est que Tolk m'avait parlé de ce scénario-là, et savoir si j'étais intéressé de travailler avec lui. Et moi, j'ai un Patreon dans lequel régulièrement, en fait, je donne du contenu en général de la cartographie pour mes souscripteurs à mon compte Patreon. C'est la même chose que Tipeee pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, avec Tolk, on s'était dit, parce que Tolk n'avait pas les moyens de prendre pour des illustrations à ce moment-là, et ce que je lui avais proposé, c'est que je fasse la cartographie et une partie des illustrations via mon Patreon, et que je les propose en fait pendant 2 ou 3 mois, j'avais fait ça, j'avais proposé une grande partie des illustrations de la cartographie et étant de devenir adulte qui est sur mon Patreon. Donc s'il y en a qui sont intéressés à avoir des exclusivités avant tout le monde, C'est là-bas j'ai qu'il un faut super aller. Patreon avec plein de cartographies, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc voilà. C'était mon petit coup de pub en même temps pour rebondir sur aussi les moyens, les solutions qu'on a, qu'il est possible aussi de trouver, tu vois, pour justement pour ce genre de truc de campagne où c'est énormément de boulot. C'est pareil, là, il y avait, je sais plus, j'ai dû faire une quinzaine, peut-être pas tout à fait, je sais plus, ouais, mais une quinzaine de cartes. Et ouais. Il y a une quinzaine de cartes, il y a déjà une bonne dizaine de persos illustrés. Ouais, voilà. Donc on prendra le travail une fois qu'on oui, une fois que ce aura le temps. sera lancé, mais oui, voilà, disons qu'il y a c'est des manières, voilà, aussi qui sont possibles de trouver pour faire des collaborations où, justement, t'as pas forcément comment dire, l'auteur a pas forcément les moyens de sortir le prix d'une illustration, et trouver des manières de collaborer comme ça entre illustrateurs et auteurs littéraires. Alors, il y a ma régie qui me pose une question, parce qu'il lit beaucoup de livres en anglais, et il se demandait, est-ce que vous allez traduire l'icône d'abondance en anglais? Alors, normalement oui, parce que j'ai la chance d'avoir un éditeur en anglais pour Tel Ulysse, qui est le premier jeu que j'ai sorti et qui est disponible dans le commerce depuis début 2024. Et donc ce jeu a été traduit et existe en anglais, il s'appelle Lost at Sea en anglais. Et mon éditeur était intéressé par l'icône d'abondance lorsque je lui ai pitché. Mais vu que je suis pas du genre à vendre du vent, je lui ai dit, écoute, je le fais en français, on le traduit à la va-vite. Alors c'est pour que tu aies une idée de quoi ça parle, au moins le pitch et puis les principaux trucs. Et puis tu pourras feuilleter le bouquin, parce qu'il arrive à lire un petit peu le français, quoi. Il y a beaucoup d'anglais qui ont appris le français quand même. Donc voilà, qu'il ait une idée et qu'il voit la qualité du truc et qu'il me dise oui ou non, est-ce qu'il le fait ou pas, quoi. Voilà, donc a priori oui, ça devrait être disponible en anglais, et je pense que même si mon éditeur n'est pas intéressé, parce que s'il a d'autres projets ou pas le temps et tout, je pense que je verrai pour trouver un moyen de le faire exister en anglais aussi par moi-même, quoi. Ce serait dommage de ne pas mettre à profit toutes les illustrations, tout le travail déjà fourni et tout. Traduire un texte, voilà, on paiera un traducteur, et puis c'est pas ce qui va nous coûter le plus cher dans le projet, quoi. C'est beaucoup moins cher un traducteur qu'un illustrateur. La petite pique gratuite au passage, hop là, ça c'est fait. Non, c'est pas une pique, c'est juste une question de quantité C'est de juste travail, la vérité. Ah non, mais tu vas poser la question à Gogoz de combien de temps ça te prend Ah bah clairement. à dessiner. Enfin, tu vois bien que une illustration, ça se fait pas en une demi-heure, quoi. Alors que Non. traduire du texte, je dis pas que c'est facile, mais c'est plus progressif, c'est plus immédiat. Tu vois, t'as un ratio
texte, traduction qui est direct. Une illustration, tu vas dessiner ton truc, quand vous regardez Gogots se dessiner en direct, il fait des changements, il revient, il efface, il redessine, il fait « Ah finalement je suis pas content de ça donc je le refais », tu vois. Quand tu traduis, bah c'est pareil, tu viens peaufiner ton texte, mais grosso modo, la traduction est... Enfin, quand t'es traducteur, tu sais ce que tu traduis, quoi. T'as déjà ta traduction en tête au moment où tu rédiges, tu vois. Alors il y a un point qu'on n'a pas abordé sur le projet, c'est quelqu'un d'abondance, du coup, c'est une aventure qui est prévue pour la 5ème édition et l'OSR. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur comment ça fonctionnait si tu joues en OSR et si tu joues en 5ème édition? Ouais. Donc c'est une aventure qu'on a conçue et écrite avec l'esprit OSR en tête, à savoir mettre en avant les décisions des joueurs, leurs actions, leurs actes, le roleplay, plutôt que la partie mécanique. Et donc voilà. Mais par contre, dès que tu fais une aventure Medfan que tu proposes en financement, ce serait se tirer une balle dans le pied que de ne pas mettre compatible 5ème édition. Donc on a rajouté des stat blocks en 5ème édition pour toutes les créatures et tous les personnages de l'aventure, afin qu'ils puissent être maîtrisés comme ça par les aficionados de la 5e. Par contre, gardez à l'esprit que c'est avant tout une aventure en mode OSR, à savoir que les personnages sont plongés dans un univers vivant et que tout tourne pas autour d'eux, et que les PNJ ne les attendent pas pour leur donner des quêtes, que les monstres ne sont pas forcément au bon CR pour que vous puissiez être sûr à 100% de pouvoir les vaincre en utilisant au mieux vos ressources et tout. Ça n'a pas été écrit ni conçu dans cet esprit-là, quoi. Mais c'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, une enquête et non pas un scénario porte-monstre trésor. L'idée, c'est même et encore, je dirais pas forcément enquête, parce qu'il n'y a pas forcément de grands mystères à découvrir. Il y a un passé à dévoiler, il y a des points d'ombre à éclaircir, mais c'est vraiment un scénario de... comment dire, je sais pas, de plonger dans la vie d'un petit village, quoi, avec, tout ce que ça implique d'humanité et d'interaction avec les gens, quoi. C'était vraiment le cœur du truc, essayer d'avoir des PNJ qui soient le plus crédibles possible, le plus réaliste possible, avec des motivations et une balance de pouvoir et d'équilibre entre eux, tu vois. Certains ont des amis, certains sont amis avec d'autres, certains sont ennemis ou ne tolèrent pas d'autres. Vraiment d'avoir toute cette dynamique comme ça et de lâcher les joueurs et joueuses là-dedans et de voir comment est-ce que leur présence dans cet univers, ce setting, vient bousculer un peu l'équilibre des forces qui est déjà en présence, et vers quoi est-ce qu'ils vont faire tendre au global de l'histoire. Est-ce qu'ils vont trouver une solution pour apaiser un peu tout ça? Est-ce qu'ils vont plutôt partir sur une solution qui leur profite beaucoup à eux au détriment d'autres personnes ou du village ou de la région? Ou au contraire, est-ce que ils vont se sacrifier d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que la situation des habitants s'en sorte mieux, tu vois. Ça a vraiment été écrit et conçu dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'il y a très peu de combats dans le scénario. C'est uniquement si les joueurs le cherchent qu'il y en aura. Il n'y a pas de rencontres aléatoires avec des meutes de loups et ce genre de trucs et des bandits. Il n'y a pas vraiment d'enquête avec des indices à trouver. Il y a un peu de lumière à faire sur certaines situations, mais grosso modo, si tu parles aux bonnes personnes, aux bons endroits, tu auras des explications. Les PJ vont te dire ce qu'ils savent de la situation et te donner leur point de vue sur ce qu'ils connaissent. Et puis voilà un petit peu, quoi. Après, comme tu disais, c'est un scénario, je pense, qui peut très facilement s'adapter sur plein de systèmes différents. Je pense que c'est la relation entre les personnages, l'exploration du lieu. C'est vraiment le cœur. C'est pas, comme tu disais, les statistiques. Ça va pas être du dungeon crawl ou ce genre de choses où l'enjeu tactique et stratégique d'un système est important. C'est vraiment la relation entre personnages, PNJ et comment on découvre le lieu. Je pense qu'il est très facilement adaptable avec n'importe quel univers ou système de Medfan, quoi. À plus forte raison que Kaetor, lui, quand il fait jouer la plupart des scénarios qu'il écrit, et Licorne d'Abondance aussi, il les fait jouer sans règles. Il a un système de règles qu'il a développé, mais il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de combat, tu vois, tu réussis tes actions. C'est vraiment presque du freeform et du free play, avec quelques guidelines en fait, qui te permettent de faire en sorte de voir comment tournent les situations un peu incertaines.
mais c'est quasiment du sans règle, quoi. Et ça C'est du fonctionne très narratif. bien. Hein. C'est du narratif avec Ouais, juste ouais. une part d'aléa quand il y en a besoin pour pimenter un petit peu les situations, voir vers quoi on va. On va plus vers ce côté-là ou ce côté-là en fonction des résultats DD, quoi. Tout à fait. Et puis, je pense qu'on fera également, alors pas dans le livre, mais dans les aides de jeu qui vont avec, les stat blocks en pourcentage, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Comme ça permettra aux gens qui jouent à Warhammer ou à Rollmaster de pouvoir adapter le scénario plus facilement, sans avoir de... C'est moi qui vais me taper le travail de conversion, quoi. Alors du coup, je te pose la question, en régie, on me demande est-ce que tu peux prévoir aussi pour Morkborg, parce que mon régisseur, il joue qu'à des jeux type Morkborg, alors Ah bah, le stat block OSR pour Morkborg, ça ira très bien. ça marche très bien, bah oui. Ah. Donc t'as entendu Envaed, du coup, tu pourras jouer à Licorne d'Abondance avec Morkborg, mais ce sera pas tant mortel que ce que tu as l'habitude. Ça pourrait, hein. Ça pourrait, si tu trouves la licorne. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, messieurs, pour votre temps et pour être venus échanger avec nous de Licorne d'Abondance. Donc, on rappelle qu'il y a le Let's Play qui est ouvert jusqu'au 31 janvier 2026, si je ne me trompe pas de date. Ce sera début d'année prochaine. Et que ce sera disponible théoriquement en livraison à partir de avril 2026. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Le PDF devrait même être disponible en fin d'année en version alpha, histoire que les contributeurs puissent nous faire des retours sur le truc. Donc il sera maquetté, il sera pas encore entièrement illustré, je pense, mais voilà, quoi, ça permettra déjà d'avoir un premier coup d'œil sur ce que vous avez acheté, de pouvoir le faire jouer pendant les fêtes, et puis d'avoir un beau livre entre les mains pour le mois d'avril à peu près. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin que vous voulez dire chacun ou pas? Merci pour l'accueil de mon côté. C'était très sympa de nous avoir accueillis. C'est très gentil. Eh bien, écoutez. Pareil, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de ce qu'on fait et de ce qu'on aime faire. Écoutez, c'est moi qui vous remercie que vous nous offrez votre temps en tant que créateur, illustrateur, auteur pour venir parler de vos beaux projets. Et puis pour tous les viewers qui ont regardé cette vidéo, c'était Zachem, on se retrouve très prochainement sur Entre Release. En attendant, racontez-vous de belles histoires et amusez-vous bien. Ciao tout le monde!